Les crises se succèdent depuis l'invention des marchés. Inquiétantes, angoissantes et perturbantes, elles font pourtant partie intégrante des cycles de la vie économique. Elles sont plusieurs dizaines à s'être succédées depuis la fin du 19e siècle et le rythme s'accélère depuis 20 ans. Mais elles ont toujours constitué un excellent moyen de détecter les failles d'un système permettant de mettre le doigt sur les dysfonctionnements et, quand c'est possible, de les corriger. Crise bancaire, crise boursière ou immobilière, voici 5 des plus célèbres catastrophes de l'histoire de la finance, leurs causes, leurs effets et comment elles ont modifié les pratiques financières mondiales. 1637 et craque la tulipe. La tulipe mania est une histoire populaire mais qui ne finit toujours pas de faire parler d'elle. C'est vrai que le cas est vraiment particulier car personne n'a jamais trouvé de véritable explication au phénomène. Plusieurs théories ont bien été avancées mais toutes sont aujourd'hui contestées. Il était une fois dans une contrée pas si lointaine puisqu'il s'agit des actuels Pays-Bas, une fleur, la tulipe, qui a été érigée en symbole de richesse et de réussite. Elle s'épanouissait dans les somptueux jardins des belles demeures d'Amsterdam et les familles fortunées se l'arrachaient. Il fallait absolument avoir des tulipes dans son jardin. En 1623, un bulbe s'échange contre plus ou moins 20 000 de nos euros actuels en France. Une somme déjà rondelette pour une fleur. Mais ce n'est que le début, l'offre reste rare et l'année suivante, le prix a déjà doublé. C'est alors que toute l'Europe s'y met. La demande explose et les cultivateurs peinent à y répondre. Les prix s'envolent pour atteindre près de 260 000 euros pour un seul bulbe. On crée des associations de propriétaires, certains offrent des terres ou des maisons en échange de la précieuse tulipe. Les acheteurs s'engagent devant notaire à acheter les récoltes de bulbes à venir à des prix élevés déterminés à l'avance. Le contrat à terme est né. Fin 1636, le gouvernement hollandais, qui avant de cette folie florale, étudie une proposition de loi visant à transformer ces contrats à terme en simple option. Contre le paiement d'une pénalité, il était dorénavant possible de refuser l'achat. L'effet est immédiat. Puisqu'il n'engage plus à rien, la spéculation sur les contrats atteint de tel niveau qu'un jour de février 1637, aucun bulbe ne trouve d'acquéreur. Et cela suffit à déclencher la catastrophe. Les contrats qui arrivent à terme ne sont pas honorés, les acheteurs préfèrent payer la pénalité et les cultivateurs se retrouvent avec des bulbes qui ne valent plus rien. Les cours s'effondrent en quelques mois, la tulipe mania est terminée. De nombreux économistes se sont penchés sur cet épisode plutôt curieux qui n'a en réalité eu que peu d'impact sur l'économie du pays. Plusieurs théories ont fait l'objet d'ouvrages tels que Illusion populaire extraordinaire de l'économiste Charles Mackay ou encore L'histoire des crises financières de Charles Kindleberger. L'histoire est néanmoins fréquemment citée pour illustrer voire caricaturer les mécanismes spéculatifs ou de façon plus constructive expliquer simplement le mécanisme du contrat à terme. Il a surtout choqué les investisseurs néerlandais de l'époque en leur démontrant que la notion de valeur d'un bien était finalement assez floue. 1929 est la Grande Dépression. Tout va dans le bon sens pour les Américains des années 20. La reconstruction qui a fait suite à la guerre a stimulé la croissance du pays, les habitants ont de l'argent et ceux qui n'en ont pas ont un travail qui leur permet d'emprunter auprès des banques. Et l'investissement vedette de l'époque, celui qui rapporte le plus d'argent dans un contexte économique aussi optimiste, c'est la bourse de New York. Les investisseurs boursiers se multiplient et empruntent facilement pour effectuer des opérations dont l'objectif est de réaliser la plus grosse plus-value en un minimum de temps. Autrement dit, la spéculation va bon train. Les cours grimpent, c'est l'euphorie, à tel point que certains titres atteignent des prix totalement déconnectés de la réalité, 3 à 4 fois supérieure à la valeur réelle des entreprises. À l'automne 1929, la courbe cesse enfin de grimper avant de stagner quelques jours. Les grands opérateurs choisissent ce moment pour prendre leurs bénéfices et les prix commencent à baisser à partir du 17 octobre. Sans espoir de plus-value immédiate, c'est le status quo, les spéculateurs cessent d'acheter. Le jeudi 24 octobre, les marchés s'ouvrent en proie à une panique généralisée et ils s'effondrent de 30% ce jour-là. Puis la chute continue jusqu'au 29 octobre. Des millions de dollars partent en fumée. 15 millions d'Américains se retrouvent au chômage, la consommation s'est effondrée et des milliers d'investisseurs ont été ruinés. Sans autres ressources, il n'était plus possible ni aux entreprises ni aux particuliers d'honorer leurs engagements. Conséquence, les banques firent faillite comme la Bank of United States, privant de l'accès au crédit les autres entreprises qui luttaient pour traverser l'orage. Celles-ci mettent à leur tour la clé sous la porte, jetant de nouveaux chômeurs sur les trottoirs et alimentant un cercle vicieux sans fin. Il a fallu près de 10 ans au monde entier pour se tirer de la dépression qu'a entraîné le krach de 1929. De crise financière, il est devenu crise économique, crise bancaire, crise sociale et surtout crise de confiance qui s'est ensuite propagée dans le monde entier. Voilà ce qui arrive quand les capitaux qui doivent financer l'économie réelle sont engloutis dans la spéculation. C'est le New Deal, le célèbre programme protectionniste porté par le président Franklin Roosevelt, qui a remis les États-Unis sur les rails de la croissance juste avant la Deuxième Guerre mondiale. Ce ne fut pas le cas de la France qui dut faire face à la guerre sans aucune ressource. Mais c'est en Allemagne que la crise a fait le plus de dégâts. Elle a plongé les Allemands dans la misère et offert un terreau idéal à Hitler pour accéder au pouvoir. 1987 est l'effet domino du lundi noir. Les années 80 sont synonymes de croissance économique et de prospérité pour la plupart des économies occidentales. En août 87, le Dow Jones a atteint son plus haut niveau depuis 5 ans et les bourses européennes ne sont pas en reste.
Londres affiche une performance de 250% et Paris de 330%. Aux États-Unis, l'environnement financier et économique est en pleine mutation. Les politiques de Ronald Reagan en faveur de la libéralisation commerciale ont insufflé un vent d'optimisme sur les marchés qui ne cesse de grimper. Mais les accords de la Jamaïque en 1976 ont mis fin à l'indexation de la valeur du dollar sur l'or et celui-ci se met à jouer au yo-yo. Son cours s'envole jusqu'en 1985 avant de chuter de 50% en 86, puis à nouveau de 10% en 87, et ce en dépit de plusieurs tentatives politiques pour le stabiliser. Alan Greenspan, alors au tout début de son mandat à la tête de la Banque centrale américaine, craint l'inflation et prend alors la décision d'augmenter les taux directeurs. L'effet sur les marchés se fait rapidement sentir car les intérêts d'emprunt viennent perturber la rentabilité des opérations spéculatives réalisées à crédit. Dès la fin du mois de septembre, Wall Street encaisse plusieurs séances agitées. Petit à petit et en quelques semaines, le Dow Jones recule de près de 17%. Le lundi 19 octobre, les tout nouveaux ordinateurs qui viennent d'apparaître dans les salles des marchés mondiaux et qui sont programmés pour déclencher une opération dès qu'un seuil est atteint, envoient massivement leurs ordres de vente. Les investisseurs ne comprennent pas ce qui se passe. Les prêteurs paniqués rappellent leurs fonds, aggravant la situation. Les cours s'effondrent, les serveurs sont surchargés. Le Dow Jones dégringole de 22,6% et 560 milliards de dollars s'envolent en fumée. Les bourses mondiales toutes connectées suivent le mouvement. Londres dévisse de 27% et Hong Kong de 46%. Le rebond fut assez rapide, mais il fallut presque 2 ans au marché boursier pour revenir au niveau d'avant le lundi noir. La négociation assistée par ordinateur fut aussi mise en cause et le Congrès américain mit en place dès l'année suivante un système de coupe-circuit. Dorénavant, plus aucune opération n'est possible dès que le Dow Jones chute de plus de 10%, la bourse est gelée. 2000, le numérique ne vaut plus rien. Avançons d'une dizaine d'années dans le temps. Nous sommes à la fin des années 90 et les marchés sont portés par l'insolente réussite de la nouvelle économie. Le développement des technologies dans les foyers et l'apparition de nouveaux réseaux d'information entraînent la création de nombreuses petites entreprises spécialisées sur ce secteur, les fameuses startups. En perpétuelle compétition technologique, elles réclament beaucoup de capitaux et présentent un incroyable potentiel de développement. Tout le monde en veut. Les introductions en bourse se multiplient pour faire face à une demande galopante. Le navigateur Internet vedette de l'époque s'appelle Netscape. Il est introduit à la bourse de New York en 95 au prix de 23$ l'action. Le soir même, les titres s'échangent déjà à 71$. Les grandes sociétés rachètent les plus petites afin de s'approprier leur savoir-faire, faisant encore grimper les prix. Certaines valeurs atteignent près de 47 fois le montant des bénéfices attendus. Des startups sont introduites en bourse alors qu'elles n'ont pas encore d'activité. C'est de la folie, les commentateurs comparent la situation avec la tulip mania hollandaise. Chacun espère dénicher un futur Microsoft parmi les pépites qui émergent chaque jour sur le secteur et la spéculation est encouragée par des taux d'intérêt trop bas. Mais c'est encore une fois sans compter sur Alan Greenspan, très critique envers la net économie. Il décide de mettre un terme à cette frénésie boursière irrationnelle. La Fed relève progressivement le taux d'intérêt des emprunts d'État qui passe de 4% en 1998 à 7% en 1999, stoppant net la spéculation. Le 13 mars 2000, le Nasdaq, l'indice phare des valeurs technologiques, chute. Il perdra 39% en un an. En 2002, ce sera moins 78%. Les faillites de start-up structurellement déficitaires s'enchaînent pendant près de 3 ans. Le secteur du numérique est profondément choqué par cette crise et le Nasdaq mettra plus de 15 ans avant de revenir à son niveau initial. La plupart des analystes s'accordent pour dire que la crise fut salutaire. En remettant les pendules à l'heure, elle a révélé de nombreuses irrégularités et plusieurs scandales financiers ont fait la une des journaux comme Enron ou WorldCom. Les sociétés qui ont survécu, telles Apple, Nintendo ou Microsoft, sont aujourd'hui devenues leaders et d'autres modèles plus adaptés et devenus eux aussi indétrônables, comme Facebook ou Amazon, ont pu émerger par la suite. 2007, les subprimes. L'histoire de la crise des subprimes qui a secoué les États-Unis, puis le reste du monde en 2007 et 2008, est elle aussi particulière. Cette fois, ce n'est pas la spéculation boursière qui est à l'origine de la catastrophe, mais les crédits immobiliers américains. Après l'explosion de la bulle Internet, l'immobilier ne s'est jamais aussi bien porté aux USA. La demande ne cesse de croître et les prix montent. Pour profiter d'une telle embellie, les banques imaginent un prêt immobilier qui permettrait à tous les ménages du pays, même les plus modestes, d'accéder à la propriété. Alors que les emprunteurs classiques bénéficient de conditions normales, les primes, ceux qui présentent le moins de garanties sont orientés vers les subprimes. Ces prêts sont garantis par une hypothèque sur le bien financé et le taux varie en fonction de la valeur du bien. Si les prix de l'immobilier montent, le taux du prêt reste bas et si les prix baissent, alors le taux augmente. Le marché des subprimes présente un énorme potentiel. L'immobilier va si bien que de plus en plus de ménages peuvent s'offrir un toit. Les banques se frottent les mains et en profitent pour transformer leurs créances en titres négociables qu'elles se revendent entre elles. C'est la titrisation. Le principe est simple. La banque A accorde plusieurs prêts à un groupe de clients. Elle en fait un paquet, puis vend ce paquet de prêts à la banque B. Elle récupère alors du cash pour poursuivre ses activités. Chaque mois, la banque A va reverser le montant de la mensualité à la banque B, qui n'a plus qu'à encaisser le remboursement du capital et les intérêts, tout en étant garantie par une hypothèque conventionnelle. Oui, mais voilà, dès 2006, les Américains sont surendettés. La demande immobilière flanche et les prix stagnent avant d'entamer leur décrue. Les taux directeurs augmentent une nouvelle fois et conjugués à la baisse des prix de l'immobilier, la catastrophe s'annonce. Les taux de subprime s'embrasent et les emprunteurs les plus modestes qui ne peuvent pas faire face à leur mensualité sont jetés à la rue. Les biens saisis sont mis en vente, ce qui accélère la chute des prix, alimente le cercle vicieux. Les banques vendent leurs titres en masse pour essayer de se maintenir à flot, elles durcissent les règles d'accès au crédit. La bourse est sous pression et le mouvement ne tarde pas à rejoindre l'Europe puis le
monde entier. La quasi-totalité des banques du monde détient des créances titrisées qui n'offrent plus ni rendement ni garantie. Les ratios explosent et les banques centrales doivent intervenir massivement pour soutenir le système financier. Malheureusement, certains établissements ne s'en relèveront pas, comme la banque Lehman Brothers qui a fait faillite. La réglementation s'est encore durcie après cela. Les ratios de fonds propres se sont renforcés et les pays du G20 se sont mis d'accord sur de nouvelles mesures pour renforcer la stabilité du système bancaire mondial. Ce sont les nouveaux accords de Bâle III. Ils exigent des fonds propres plus importants et de meilleure qualité, la limitation des transactions avec les autres établissements financiers et énoncent différentes mesures pour favoriser la liquidité. La dégringolade des taux directeurs a permis de freiner la tempête. L'économie américaine ne repart qu'en 2009 et il faudra attendre 4 années de plus avant d'effacer ses traces. En Europe, la reprise a été plus compliquée. Il aura fallu attendre le 14 février 2021 pour voir le CAC 40 frôler son niveau de juin 2007. Comme nous l'avons vu, chacune de ces tempêtes a permis d'attirer l'attention sur les points faibles du système financier moderne. Les pratiques immobilières risquées, les dangers d'un système boursier dérégulé laissant libre cours à la spéculation, l'interdépendance des banques du monde entier et leur sensibilité, ou encore le libre-échange des capitaux entre les établissements financiers. Ces crises ont en commun le rebond qui a fait suite à la correction. Tôt ou tard, l'économie a fini par retrouver le chemin de la croissance et les bourses sont reparties sur de nouvelles bases, chaque fois plus saines. Si vous souhaitez en savoir plus sur les événements qui ont marqué le monde de la finance, n'hésitez pas à vous plonger dans les livres passionnants que nous vous conseillons et dont les liens figurent en description. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour de nouveaux avis et comparatifs. Nous espérons que cette vidéo vous aura aidé. C'était Mounir Hadar. À très bientôt.